Des enfants luttent chaque jour contre le TDAH. Les allergies de Scott rendaient difficile de suivre ses amis, suite aux réactions allergiques d'une exposition accidentelle aux aliments, de l'eczéma modéré à sévère, du psoriasis en plaques, polyarthrite rhumatoïde, des allergies alimentaires, des allergies, des crises, de l'asthme, de l'eczéma. Nous sommes désormais le pays le plus malade au monde. La santé des enfants américains est en crise. Une énorme augmentation des maladies chroniques chez les enfants de 17 ans et moins. Plus de 40% des enfants américains ont au moins une maladie chronique. Les maladies auto-immunes comme l'arthrite rhumatoïde, le diabète juvénile, le lupus, les maladies Crohn et troubles intestinaux. J'avais de l'eczéma, de l'asthme, tout est sorti. Des allergies, des problèmes d'estomac, c'est celui qui me touche le plus. Il y a seulement quelques décennies, un enfant sur 10 000 avait de l'autisme. Aujourd'hui, c'est 1 sur 31. TDA, TDAH, troubles du langage, tic, syndrome de Tourette, narcolepsie, troubles du sommeil, TSA, autisme. Mais il est absolument impossible que ces augmentations rapides de l'incidence des maladies soient d'origine génétique. Les changements génétiques prennent des générations, voire des siècles, avant de se manifester. Qu'est-ce qui rend vraiment les enfants de cette génération si chroniquement malades? Mais que se passe-t-il? L'Amérique est la nation la plus malade du monde industrialisé. On estime aujourd'hui que plus de 54% de nos enfants ont une maladie chronique, soit un trouble neurologique, soit une maladie auto-immune. C'est une augmentation par rapport aux 12,8% dans les années 80. En environ 40 ans, nous avons assisté au plus grand déclin de la santé humaine jamais enregistré. Le voilà. Et si je vous disais qu'il existe une étude qui pourrait éclaircir cette épidémie de maladies chroniques, mais qu'aucune grande institution médicale ne semblait vouloir la réaliser. Et si je vous disais qu'un scientifique a été assez courageux pour mener cette étude? Comment vas-tu, Marc? Ravi de te voir, content de te voir aussi, absolument. Et si je vous disais qu'une fois l'étude terminée, ce scientifique avait trop peur de la publier? Que feriez-vous? Peut-être feriez-vous ce que j'ai fait. J'ai pris des caméras cachées, du matériel d'enregistrement, et je suis allé lui demander pourquoi. Merci, de rien. Avez-vous déjà travaillé avec nous auparavant? Je veux vous montrer une vidéo, ok? Je suis curieux de connaître votre réaction à ceci. Ok. Appuyez sur Play ici. Allez-y, appuyez sur Lecture. Quelle est la chose la plus choquante? Parce que je veux dire, je sais ce que j'ai vu. Non, je pensais que c'était important. C'est une information importante, parce que, vous savez, ça montrait une différence entre les groupes. Nous avons de sérieux problèmes. Non, je suis d'accord avec ça. Si je ne peux pas faire publier cette étude, quel espoir y a-t-il pour les enfants à l'avenir? Je ne veux pas dire que c'est la bonne chose à faire. C'est la bonne chose à faire, mais je ne veux tout simplement pas. Je veux dire, bien évidemment, je suis très touché. C'est fou. C'est vraiment fou. Publier quelque chose comme ça, autant prendre ma retraite, je serai fini. Qui était ce type? Zervo risque probablement de perdre son job à cause de ça. Vous savez, je pense qu'avant de parler des caméras cachées, de l'étude et du docteur Zervo, pourquoi ne pas revenir au début de l'histoire, à la façon dont tout cela a réellement commencé? Je suis journaliste médical depuis presque 20 ans maintenant. Mes 10 premières années étaient chez CBS. Et ces 8 dernières années environ, j'ai animé une émission d'actualité sur Internet, The Highwire. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, où que vous soyez. Mais le plus grand changement dans ma carrière fut lorsque j'ai produit un documentaire sur les vaccins appelé VaxEd. Au centre de ce documentaire se trouvait un lanceur d'alerte du CDC nommé le Dr William Thompson. Il s'est manifesté en 2015 et a déclaré qu'il commettait une fraude scientifique dans les études sur la sécurité des vaccins. Eh bien, ce film a fait sensation dans le monde entier, principalement parce que nous avons eu tellement de mauvaise presse, à commencer par notre exclusion du festival du film de Tribeca. La décision de diffuser un documentaire controversé sur les vaccins a placé Robert De Niro au centre d'une polémique cinématographique.
Ce soir, le festival de films fondé par Robert De Niro a débuté sous le feu des critiques, par un nouveau film controversé que beaucoup qualifient d'anti-vaccin. Je pense que le film est quelque chose que les gens devraient voir. Il y a une réaction que je n'ai pas encore pleinement explorée. Je veux connaître la vérité et je ne suis pas anti-vaccin. Je veux des vaccins sûrs. Le producteur de Vaxed, Del Bigtree, dit que l'annulation de la projection revient à une suppression de la vérité. Je ne peux pas imaginer quelle sorte de pression a été exercée pour qu'il retire un film qu'il soutenait visiblement au départ. Le message de la communauté médicale est clair. C'est l'une de ces questions scientifiques où la science a donné une réponse. Vaxed est devenu l'un des documentaires les plus controversés de l'histoire. Et à cause de ça, il y avait des files d'attente interminables partout où nous allions. Regardez cette foule derrière moi, regardez cette file, elle s'étend à perte de vue. En fait, le tout premier jour où nous avons projeté au Angelica Film Center à New York, je voulais savoir pourquoi il y avait cette immense file d'attente. Pourquoi ces gens étaient-ils là? Tous les parents ou toutes les personnes qui connaissent un membre de leur famille atteint d'autisme peuvent-ils se lever? Les 3/4 de la salle se sont levés. Je me souviens d'avoir eu l'impression que l'air avait été aspiré de la pièce. Je n'avais aucune idée qu'il y avait autant de personnes touchées par ce problème. J'ai fini par poser cette question 3 fois par jour, 5 jours par semaine, pendant toute une année. Et à chaque fois, les 3/4 de la salle se levaient. J'ai réalisé que j'avais trébuché sur quelque chose d'absolument énorme. Bonjour à tous, voici Jamie. Pouvez-vous tous nous donner vos noms? Je m'appelle Stéphanie et voici Zayan. Après les projections, les parents d'enfants blessés ont été inspirés pour raconter leurs propres histoires. Nous avons installé des caméras vidéo et commencé à interviewer tous ceux qui voulaient parler. Et ce que j'ai découvert, ce n'était pas seulement l'autisme, et ce n'était pas seulement le vaccin ROR. Il y avait un océan de blessures vaccinales et personne n'en parlait. Le médecin a dit « Voulez-vous le vaccin contre la grippe ?» J'ai dit « Autant le faire maintenant ». J'ai cédé. J'ai fait celui contre la polio. Ils lui ont donné le vaccin hexavalent. Elle a reçu celui de 2 mois, DTP, le vaccin ROR. À 10h30, ce matin-là, elle arquait le dos et elle serrait les poings. Je ne pensais pas que j'allais pleurer. Cette nuit-là, nous étions à l'hôpital et elle avait une fièvre de 41 degrés. Il a commencé à vomir en jet et il a commencé à pousser un cri aigu. C'est là que l'expérience terrifiante a commencé. Je ne me suis pas couché pendant 10 mois d'affilée parce qu'elle vomissait et s'étouffait. Elle vomissait la nuit et elle restait là-dedans pendant son sommeil. Et elle s'étouffait. Quand il a reçu ce vaccin, il a perdu tout langage. Il a simplement arrêté de parler. Il ne parlait plus, il ne voulait plus téter. Elle a complètement cessé de parler. Il se développait très bien, sauf pour les compétences motrices. Il a des allergies chroniques, il a des poussées d'eczéma, un syndrome d'entérocolite aux protéines alimentaires. Elle ne pouvait rien manger dont l'indice glycémique était trop élevé. Symptômes gastro-intestinaux avec une inflammation intestinale, un ronflement chronique, de l'apnée du sommeil. Nous nous sommes réveillés, elle venait juste de quitter notre terre. Et elle est morte dans ses bras. Oui. J'ai continué à la vacciner et à la rendre de plus en plus malade. La culpabilité est tellement écrasante. Ils ont tué ma fille. Clairement, c'était un problème bien plus grand que quiconque ne l'avait réalisé. Il y a une interview en particulier que nous avons faite et qui a vraiment changé ma perspective pour toujours. Eh bien, Colton était un garçon de 13 ans, fort et en bonne santé. Il aimait tout ce qui avait un rapport avec l'adrénaline. Le motocross, c'était sa passion. Le médecin a dit « Hey, il est à l'âge où il devrait recevoir le vaccin contre le HPV. » J'ai dit « Ok, d'accord. » Il lui a donc administré le vaccin. Et ce jour-là, c'était la dernière fois où il a pu piloter cette grosse moto. Ce jour-là, en rentrant à la maison, il a commencé à avoir des nausées. Un coup très douloureux et il ne voulait toujours pas sortir du lit. Je pensais simplement « Mec, tu es vraiment faible et épuisé. » Et ce soir-là, quand il s'est assis pour boire un verre d'eau, il s'est effondré en arrière, sa tête a heurté l'oreiller et j'ai dit « Colton, es-tu paralysé ?» Ils l'ont immédiatement emmené à l'hôpital pour enfants Primary de Salt Lake. Le diagnostic initial était une myélite transverse. Quand le médecin est sorti, il m'a demandé « A-t-il été malade ?» J'ai dit « Non, il n'a pas été malade. » Il avait reçu le vaccin HPV le 1er février.
Et ils ont dit « Oh, eh bien nous allons signaler ça au VERS. » Ça craint vraiment de ne plus pouvoir faire de sport. Maintenant, je dois rester sur la touche, juste à regarder tout le monde. Il faut faire ses propres recherches. On ne peut plus faire confiance à un médecin. Trouvez vos propres moyens de découvrir ce qui est le mieux pour vous. Malheureusement, Colton a fini par mettre fin à ses jours en 2018, car il pensait être devenu un fardeau trop lourd pour sa famille. Mais ce dont je me souviens, en regardant cette interview se dérouler, c'est cette boîte accrochée à son côté qui respirait pour lui, et elle était reliée à un tube qui passait par un trou dans sa gorge, et il devait littéralement attendre qu'elle remplisse ses poumons d'air avant de pouvoir répondre à une question. Il inspirait, et ensuite il commençait à répondre à la question jusqu'à ce qu'il manque d'air. J'ai pensé à toutes les personnes qui accusaient ces soi-disant anti-vaccins d'avoir fait revenir la polio ou le poumon d'acier. Une fois que les taux de vaccination chutent, vous allez avoir beaucoup de gens qui tombent malades et beaucoup d'enfants paralysés pour le reste de leur vie à cause de la polio. Je pensais, ils portent un poumon d'acier. Aujourd'hui, vous n'êtes plus allongé dans un tube métallique. Ils l'ont réduit à une boîte qui pend sur le côté et un tuyau qui va jusqu'à votre gorge. Mais dans ce cas, il n'était pas paralysé parce qu'il avait la polio. Il n'était pas paralysé parce qu'il n'était pas vacciné. Il était paralysé par le vaccin Gardasil contre le HPV. J'ai choisi de faire vacciner ma fille parce que je veux qu'elle soit une femme de moins affectée par le cancer du col de l'utérus. Une partie de soi en moins. Je suis rentré chez moi et j'ai commencé à consulter tous les inserts et les étiquettes d'avertissement qui sont enroulés autour des vaccins pour enfants et la plupart d'entre eux le disent clairement dans les effets indésirables graves. Syndrome de Guillain-Barré, c'est la paralysie. Ou myélite transverse, paralysie. Et j'ai réalisé, le vaccin contre la polio est un succès. Nous n'avons pas éradiqué les maladies paralytiques avec le programme de vaccination. Le vaccin fonctionne. Nous causons des maladies paralytiques avec notre programme de vaccination. Alors que nous voyagions à travers le pays, certains parents venaient me voir et disaient « Je vais avoir un bébé, je ne vais certainement pas faire le vaccin ROR parce que votre film montre qu'il est dangereux. » Mais qu'en est-il de ces autres vaccins qui sont administrés en 72 doses d'ici à ce que mon enfant ait 18 ans? Et je disais « Je n'ai que des preuves anecdotiques, issues des milliers d'interviews que j'ai faites, qu'aucun vaccin pour enfants n'est sûr. » Mais ce n'est pas scientifique. Je voulais quelque chose de mieux. Je voulais aller au fond des choses. Alors j'ai créé une organisation à but non lucratif appelée ICAN, basée sur le Code de Nuremberg et le droit au consentement volontaire. Le principe éthique mondialement reconnu à la suite des horribles expériences humaines menées par des médecins nazis sur des détenus dans des camps de concentration à des fins expérimentales selon lesquelles le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel et qu'il ne doit y avoir aucun élément de force, de fraude, de tromperie, de contrainte ou d'abus ou d'autres formes cachées de contrainte ou de coercition. Ce que je voulais faire, c'était enquêter sur l'ensemble du programme de vaccination. J'étais vraiment concentré sur une chose. On nous dit que les vaccins sont sûrs et efficaces. Mais avant même de nous soucier de savoir s'ils sont efficaces, comment avons-nous déterminé qu'ils sont sûrs? Nous avons commencé à examiner toutes les recherches dans le monde. Mais un obstacle majeur est survenu. On ne peut pas poursuivre un fabricant de vaccins en justice. C'est l'un des seuls produits en Amérique qui bénéficie de ce qu'on appelle une protection contre la responsabilité. La raison est une loi adoptée en 1986 par le gouvernement américain. L'industrie pharmaceutique a en quelque sorte fait chanter le gouvernement, en disant qu'elle perdait beaucoup d'argent à cause des poursuites judiciaires pour des décès et des blessures causées par ces vaccins, et qu'elle ne pouvait plus faire de bénéfices. Des études ont montré que le vaccin contre la coqueluche cause des dommages cérébraux. La controverse ne porte pas vraiment sur le fait que ça arrive, mais sur la fréquence à laquelle ça arrive. Et ils ont dit, si vous voulez que l'on continue à fabriquer des vaccins, vous devrez assumer la responsabilité. Et notre gouvernement a accepté ça. Si vous voulez poursuivre ou obtenir des informations en dehors de ce qui est publiquement connu, vous devrez poursuivre le gouvernement. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais besoin d'un avocat constitutionnel. Et j'ai repéré un certain Aaron Siri. Monsieur Siri, vous n'êtes pas médecin, n'est-ce pas? Non, monsieur. Et vous n'êtes ni immunologiste, ni biologiste, ni vaccinologue d'aucune sorte. Non, mais je les interroge régulièrement, y compris les plus grands experts mondiaux en matière de vaccins. Je dois fonder mes arguments sur des preuves concrètes. Lorsque je me rends au tribunal pour des affaires liées au vaccin, je ne peux pas me baser sur des titres. Ok. Il a eu une idée de génie.
Nous avons décidé de poursuivre les agences gouvernementales, HHS, FDA, NIH, et nous avons commencé à gagner. Qu'avons-nous prouvé dans ces procès? Que toute la science censée garantir la sécurité des vaccins n'était qu'une fraude totale. Les médecins écoutaient les parents lorsqu'ils leur disaient « Mon enfant souffre de telle maladie, il a tel problème ». Les médecins les ont écoutés. Mais lorsque les parents ont commencé à leur dire « Mon enfant a été vacciné et a ensuite développé tel problème », les médecins ont cessé de les écouter. Bonjour, nous avons des triplés, 2 garçons et une fille. Richie, Robbie et Claire. Chaque jour de notre vie était une fête. Ils souriaient, riaient, se regardaient et interagissaient entre eux. Et le 25 juin 2007, nous les avons emmenés se faire vacciner contre le pneumocoque. Ma fille a encore la marque du vaccin sur la jambe. Elle a été la première à être vaccinée et elle a crié sans jamais vraiment s'arrêter après cela. Mais nous avons continué, nous ne savions pas. Nous avons également vacciné les garçons. À midi, Claire s'est complètement refermée. Elle était comme aveugle et sourde et elle ne faisait que fixer le ventilateur au plafond. Il était midi, nous avions fait le vaccin à 10 h. À 14 h, nous avons vu Richie se refermer. Ils ont tous perdu leurs réflexes. Je suis audiologiste scolaire. J'ai fait le test du réflexe stapédien, qui est la contraction de 2 muscles involontaires de l'oreille moyenne, juste pour voir s'il fonctionnait encore. Et il ne fonctionnait pas. Le réflexe stapédien permet d'atténuer le son afin que vos oreilles ne souffrent pas d'un son trop fort. Or, aucun des deux n'avait de réflexe stapédien. Ils ont arrêté de cligner des yeux, de bâiller, de tousser, d'éternuer. Le pire, c'est quand nous avons vu le dernier se refermer. On nous a dit que c'était génétique. Puis les généticiens nous ont dit qu'il était impossible que 3 enfants se referment le même jour. Nous avions donc 3 enfants atteints d'autisme sévère lorsqu'ils sont entrés à la maternelle. Nous avons dépensé des centaines de milliers de dollars pour essayer de les aider à guérir. Le seul que nous avons pu récupérer est Robbie, celui atteint en dernier. Richie ne peut dire qu'un seul mot, peut-être 2 mots ensemble. Claire est toujours complètement muette et elle n'est pas propre. Et Robbie approche le niveau scolaire normal, mais souffre d'un TOC sévère. Laissez-moi vous dire à quoi ressemble une journée dans notre vie. Vous avez un enfant de 6, 7 ou 8 ans qui n'est pas propre. Et à 2, 3 ou 4 heures du matin, il remplit sa couche. Je veux que vous imaginiez que c'est assez inconfortable. Alors il l'enlève. Très vite, tout est souillé, en peu de temps. Tout le lit est souillé, c'est partout sur moi, sur elle. Et je m'en prends à elle, elle s'en prend à moi. Nous nous en prenons tous les deux à l'enfant, qui est le seul acteur innocent de toute cette histoire. Et les seuls qui sont manifestement absents dans ce scénario, c'est tous ceux qui nous ont dit que ce vaccin était sans danger. Eux dorment dans leur lit. Ils n'ont aucun problème au monde. L'histoire de Richie, Robbie et Claire met fin à toute discussion selon laquelle l'autisme serait uniquement d'origine génétique. Aucune explication génétique ne pourrait rendre 3 frères et sœurs autistes exactement le même jour. Lorsque des plaintes généralisées indiquent qu'un produit cause un certain préjudice, il convient de l'étudier. Les vaccins devraient être testés comme les autres médicaments. Ils devraient être testés pour leur sécurité. Malheureusement, la sécurité des vaccins n'est pas testée. Sur les 72 doses de vaccins maintenant pratiquement obligatoires, recommandées mais en réalité obligatoires pour les enfants américains, aucun d'entre eux, pas un seul, n'a jamais fait l'objet d'un essai contrôlé par placebo avant d'être autorisé. Robert Kennedy Jr., secrétaire à la santé et aux services sociaux, a été critiqué par les médias grand public pour avoir déclaré qu'aucun essai placebo n'avait été effectué pour les vaccins. Mais il avait raison. C'est exactement ce que nous avons découvert lors de nos poursuites judiciaires contre le gouvernement. Aucun vaccin infantile n'est soumis à un essai contrôlé randomisé en double aveugle contre placebo avant d'être autorisé. C'est la norme d'excellence en matière de tests de sécurité pour tous les produits pharmaceutiques, mais elle est ignorée pour les vaccins.
Pour vous rafraîchir la mémoire sur le fonctionnement d'un essai en double aveugle avec placebo, comme nous l'avons vu pendant les cours de sciences au lycée, permettez-moi de vous le rappeler. Un groupe d'enfants est divisé en deux groupes. Un groupe reçoit le vaccin, l'autre un placebo, c'est-à-dire un produit qui n'a aucun effet sur le corps humain. Dans le cas d'un vaccin injectable, il s'agit d'une injection de solution saline. On parle alors d'essai en double aveugle, car ni les scientifiques ni les patients ne savent s'ils ont reçu le vaccin ou le placebo. Cette méthode permet d'éviter que les scientifiques ne manipulent l'étude en faveur de l'industrie pharmaceutique, qui réaliserait d'importants bénéfices si ce vaccin s'avérait être sûr. Les deux groupes sont suivis pendant 2 à 5 ans, parfois jusqu'à 10 ans, pour de nombreux médicaments. À la fin de l'étude, on lève le voile pour les patients et les scientifiques. On examine alors les deux groupes, celui des vaccinés et le groupe placebo, afin de comparer leurs résultats en matière de santé. Qui a eu plus de cancer? Qui a eu plus de cas de diabète, de TDA, de TDAH, d'autisme, de syndrome de Tourette, de lupus ou de sclérose en plaques, toutes ces maladies actuellement en forte augmentation aux États-Unis. Si les deux groupes s'avèrent identiques, avec le même nombre de problèmes dans le groupe vacciné que dans le groupe placebo, alors le vaccin est sûr. Vous aurez alors établi ce qu'on appelle une base de référence en matière de sécurité. En revanche, si le groupe vacciné présente plus de problèmes que le groupe placebo, alors nous savons que le vaccin n'est pas sûr et qu'il ne devrait pas être mis sur le marché. Mais il y a juste un problème. Aucun vaccin du calendrier vaccinal des enfants n'a jamais fait l'objet d'un essai en double aveugle avec placebo. Par conséquent, ils ne peuvent pas affirmer que les vaccins sont sûrs sur le plan scientifique. Est-ce que tous les essais vaccinaux sont-ils contrôlés par placebo? Non, ils ne devraient pas l'être. Par exemple, lorsque le Prevnar 13, un vaccin conjugué contre le pneumocoque, la FDA vient d'approuver un nouveau vaccin contre le pneumocoque, a dû être testé dans le cadre d'un essai de phase 3. Le groupe témoin était le Prevnar 7 dont l'efficacité avait été démontrée. Il remplacera le Prevnar qui était efficace contre cette souche. On ne peut pas demander aux parents d'exposer leur enfant au risque de contracter une maladie pneumococcique alors qu'il existait à l'époque sur le marché un vaccin permettant de la prévenir. L'OMS a été très clair à ce sujet. Cela aurait été considéré comme un essai contraire à l'éthique. Le Dr Polofit est l'un des principaux défenseurs de la vaccination. Probablement parce qu'il a créé un vaccin et en a tiré un énorme profit. Le vaccin contre le rotavirus est dans le calendrier infantile. Peu importe si j'en ai tiré un avantage financier ou non. Il aime dire on ne peut pas toujours faire des essais avec placebo, surtout s'il existe déjà un vaccin contre cette maladie. Il prend donc l'exemple du Prevnar 13. Lors de son essai de sécurité, le Prevnar 13 a été testé par rapport au Prevnar 7, la version antérieure du vaccin. Selon lui, il serait contraire à l'éthique de tester le Prevnar 13 par rapport à un placebo salin, parce qu'on priverait les enfants d'un vaccin déjà commercialisé, ce qui serait injuste à leur égard. Ce qu'il omet de dire, c'est que le Prevnar 7 n'a pas non plus été testé par rapport à un placebo salin. Jamais. Donc on ne sait pas s'il est sûr. On teste donc un produit dont on ne connaît pas le profil de sécurité par rapport à un autre produit dont on ne connaît pas non plus le profil de sécurité. Voilà comment fonctionne l'ensemble du calendrier vaccinal. J'aime appeler ça l'étude du whisky. Laissez-moi vous expliquer. Imaginons qu'un groupe de personnes se plaignent que le whisky rend ivre, provoque des accidents de voiture et tue des gens. Maintenant, pour vérifier si le whisky provoque des accidents de la route, un essai en double aveugle avec placebo serait mis en place. Un groupe, le groupe test, boirait 10 verres de whisky. Le groupe placebo boirait 10 verres d'eau. Ensuite, on demanderait aux deux groupes de conduire sur un circuit et on observerait lequel aurait le plus d'accidents. C'est évident. Imaginons maintenant que c'est la société productrice de whisky qui mène l'étude. Et elle ajoute, nous allons mener un essai placebo, mais notre placebo ne sera pas de l'eau, ce sera de la vodka, un autre produit déjà commercialisé. Ainsi, 10 personnes reçoivent des verres de whisky et 10 autres des verres de vodka. Ensuite, toutes sont invitées à conduire. Et devinez quoi? Elles ont le même nombre d'accidents. Par conséquent, le whisky ne provoque pas d'accident de la route, car il n'en a pas causé plus que la vodka. Et donc, pour aller jusqu'au bout de l'argument du Dr Polofit, si la vodka avait déjà été testée en comparaison avec 10 verres d'eau et qu'il n'y avait pas eu d'accident de la route dans le groupe de la vodka, alors tester le whisky par rapport à la vodka serait logique. Mais nous savons tous que cette étude n'a jamais été réalisée, tout comme aucune étude sur les placebos vaccinaux n'a jamais été réalisée.
Il vous suffit de taper « vaccin homologué par la FDA » dans votre moteur de recherche pour que tous les vaccins administrés à votre enfant dans le cadre du calendrier vaccinal apparaissent. Cliquez ensuite sur celui qui vous intéresse. Cliquons sur Recombivax HB. Il s'agit de l'un des vaccins contre l'hépatite B administré à votre bébé le jour de sa naissance. Bonjour et bienvenue dans le monde. Prends ta première bouffée d'air et voici ta première maladie sexuellement transmissible. Maintenant, allez dans la notice du vaccin. Il s'agit de la notice ou de l'étiquette d'avertissement qui entoure le vaccin lorsqu'il est livré à votre médecin. Elle contient toutes sortes d'informations, telles que la composition du vaccin, la liste des ingrédients, les effets secondaires, mais je voudrais que vous vous concentriez sur la section 6.1. C'est là qu'il parle de l'essai clinique servant à prouver la sécurité du vaccin. La section 6.1 est la même pour tous les vaccins, vous pouvez donc toutes les consulter. Dans celui-ci, vous verrez qu'il n'y avait que 147 enfants dans l'ensemble de l'essai et qu'ils n'ont été suivis que pendant 5 jours. Après chaque dose, 5 jours. Alors réfléchissez, prendriez-vous un médicament dont la sécurité n'a été surveillée que 5 jours? Si un enfant décède le 6e jour, cela ne sera pas pris en compte dans cet essai. Ils diront « nous n'avons constaté aucun décès ». Si un enfant devient autiste 2 ans plus tard ou développe d'autres maladies auto-immunes ou des troubles neurologiques, des affections qui mettent des années à se manifester, ils diront « nous n'avons rien constaté de tel dans notre essai ». C'est la raison pour laquelle tous les médicaments font l'objet d'essais de sécurité sur plusieurs années. La plupart des problèmes mettent des années à se développer. Et si l'étude n'est pas aussi longue, on ne les verra jamais. Nous avons eu l'occasion intéressante d'en discuter avec le Dr Stanley Plotkin, considéré comme le parrain incontesté de notre programme de vaccination. Dr Stan Plotkin, pratiquement tous les pays du monde sont concernés par ces vaccins, comme le vaccin contre la rubéole, le vaccin contre le rotavirus, la rage. Il a formé toute une génération de scientifiques dont je fais partie, à penser comme lui. Il a notamment élaboré le manuel de référence sur les vaccins en 1988. Bill Gates qualifie son livre de Bible des vaccinologues. J'espère que c'est plus précis que la Bible. En 2018, notre avocat, Aaron Siri, a eu l'occasion d'interroger le Dr Stanley Plotkin sous serment et lui a posé exactement cette question. Est-ce qu'un essai de sécurité de 5 jours est-il suffisant pour détecter tous les effets secondaires dont se plaignent les personnes vaccinées contre l'hépatite B? Dr Plotkin, voici le produit, la notice du fabricant pour Recombivax HB, correct? Oui. Et les résultats des essais cliniques se trouvent dans la section 6.1, correct? Correct? Dr Plotkin, oui. Dans la section 6.1, combien de temps dit-on que la sécurité a été surveillée après chaque dose dans les essais cliniques réalisés avant l'autorisation de la mise sur le marché du Recombivax HB? Voyons voir. 5 jours. Ok. 5 jours sont-ils suffisants pour détecter un problème auto-immunitaire survenant après 5 jours? Non. 5 jours suffisent-ils pour détecter un trouble neurologique qui survient après 5 jours? Non. Il n'y avait pas de groupe témoin, correct? Il n'est fait mention d'aucun groupe témoin, non. Si vous consultez la section 6.2, consacrée aux troubles du système nerveux, il est indiqué qu'il y a eu des cas signalés de syndrome de Guillain-Barré. Correct? Oui, ainsi que de la sclérose en plaques, de l'exacerbation de sclérose en plaques, de la myélite, y compris de la myélite transverse, des convulsions fébriles, neuropathie périphérique, y compris la paralysie de Bell, faiblesse musculaire, d'hypoesthésie et d'encéphalite. Correct? Correct. D'accord. Maintenant, avant de continuer, ces rapports doivent être inclus car ils ont été signalés aux autorités comme ayant eu lieu après la vaccination. Cela ne prouve pas pour autant que le vaccin en soit la cause. Afin de déterminer s'il existe un lien de causalité entre le vaccin et la maladie, il faut mener une étude randomisée contrôlée par placebo. Oui, mais cela n'a pas été fait pour le vaccin contre l'hépatite B avant son autorisation, correct? Non. Ok. Sans groupe témoin, si vous recherchez un phénomène se produisant dans le groupe vacciné,
Vous ne pouvez pas juger ce phénomène sans avoir un groupe témoin. N'est-il pas vrai qu'aujourd'hui, mener une telle étude serait considéré comme contraire à l'éthique? Oui, ça serait difficile sur le plan éthique. Voici comment se déroule l'ensemble du jeu. Ils ne réalisent pas d'essai de sécurité avec placebo avant l'homologation du vaccin. Puis, lorsque les gens commencent à présenter tous ces effets secondaires graves, on leur demande « Pouvez-vous faire un essai avec placebo maintenant ?» Et ils répondent « Non, ce n'est pas éthique ». Donc ils ne le feront pas avant, ils ne le feront pas après qu'il y ait des blessés. Et comme les études n'ont pas été réalisées, votre médecin vous dit « Je n'ai vu aucune étude montrant que ces blessures sont causées par le vaccin. Je vais donc supposer qu'il est sans danger. » Êtes-vous d'accord avec la recommandation du CDC selon laquelle les bébés doivent recevoir un vaccin contre l'hépatite B dès leur premier jour de vie? Oui. Vous avez déclaré que le vaccin contre l'hépatite B ne provoquait pas d'encéphalite, correct? C'est mon opinion. Oui. Toutefois, l'IOM a procédé à un examen et a déterminé qu'il n'existait aucune donnée scientifique permettant d'établir un lien de causalité dans un sens ou dans l'autre. Correct? Oui. Mais cela signifie qu'ils n'ont aucune preuve pour étayer cette hypothèse. Que cela cause ou ne cause pas. Exactement. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas car ils ne disposent pas de données suffisantes. En l'absence de données, ma conclusion est qu'il n'existe aucune preuve d'un lien de causalité. Donc s'il n'y a pas de données pour prouver que cela cause ou ne cause pas, oui, votre hypothèse est que, si je comprends bien, c'est cela? Oui, c'est qu'il ne le provoque pas, qu'il n'y a aucune preuve qui le provoque. Ok, ce n'est pas la même chose que de dire qu'il ne le provoque pas, correct? Correct. Soyons clairs, la sécurité des vaccins ne repose ni sur la science, ni sur les données. Elle repose sur une sécurité hypothétique. Et c'est là l'impasse dans laquelle nous nous trouvons. Mais il existe un moyen d'en sortir. Au lieu de mener une étude basée sur un placebo, on peut réaliser une étude rétrospective en examinant les personnes qui ont déjà fait leur choix, qu'elles aient décidé de se faire vacciner ou non. Il suffirait ensuite de comparer ces groupes. Il suffit ensuite de comparer ces deux groupes, vaccinés et non vaccinés. On l'appelle l'étude vaccinés contre non vaccinés. Cette étude a été réalisée par quelques scientifiques et instituts indépendants auprès de petits groupes d'enfants, mais jamais par une grande agence gouvernementale ou un grand établissement médical. L'importance de cette étude est démontrée par une étude réalisée en Guinée-Bissau, en Afrique, par le docteur Peter Abe. C'est l'un des principaux experts pro-vaccin. Il est favorable au vaccin et développe des programmes de vaccination pour les pays en développement. Il avait mis en place un programme de vaccination DTP il y a 30 ans en Guinée-Bissau, en Afrique. Il s'est rendu compte, 30 ans plus tard, que seuls 50% des enfants du pays avaient reçu ce vaccin. Il a donc pu réaliser une étude comparative parfaite entre les enfants vaccinés et non vaccinés. Les résultats de cette étude l'ont tout simplement stupéfait. Il s'agit ici des vaccins. Je pense qu'il est important de reconnaître qu'aucun vaccin de routine n'a été testé pour son effet global sur la mortalité dans le cadre d'essais randomisés avant d'être mis sur le marché. Je suppose que la plupart d'entre vous pensent que nous savons ce que font nos vaccins. Ce n'est pas le cas. Le programme de vaccination dont nous parlons actuellement a été introduit à la fin des années 70, après le succès de l'éradication de la variole. L'OMS a mis en place le premier programme de vaccination pour les pays à faible revenu. Or, il s'avère que la mortalité est 2,3 fois plus élevée chez les personnes vaccinées contre le DTP. Et c'est le vaccin le plus couramment utilisé dans le monde. Le vaccin contre la coqueluche était donc associé à une mortalité 2 fois plus élevée. Il est possible d'avoir un vaccin qui protège totalement contre une maladie spécifique, mais qui est associé à une mortalité plus élevée. Comment est-ce possible ? Après avoir examiné cette étude, il est apparu clairement que le vaccin protégeait contre les maladies pour lesquelles il était administré. Les enfants ne mouraient plus de la diphtérie, du tétanos, de la coqueluche. Il n'y avait qu'un seul problème. Une fois la question examinée, ils ont constaté que le taux de mortalité était 5 fois plus élevé que pour toutes ces autres maladies. Il était donc clair que même s'ils protégeaient contre ces maladies, ils affaiblissaient leur système immunitaire face à toutes sortes d'autres problèmes. L'un des autres scientifiques ayant participé à cette étude a donné une conférence TED à ce sujet. Malgré la protection contre 3 maladies mortelles, l'introduction du DTP a été associée à une hausse de la mortalité globale.
Les enfants ayant reçu le vaccin DTP avaient un risque de mortalité 5 fois plus élevé que ceux qui ne l'avaient pas reçu. Et ce n'est qu'un exemple parmi les nombreuses études réalisées à ce jour sur le vaccin DTP, dont les conclusions sont toutes identiques. Les enfants vaccinés avec le DTP présentent un taux de mortalité plus élevé que les autres. Il semble donc que le vaccin DTP ait des effets négatifs non spécifiques. La protection contre ces 3 maladies mortelles a donc un coût très élevé, à savoir un risque accru de décès. Ainsi, malgré les meilleures intentions, l'utilisation du vaccin DTP pourrait tuer plus d'enfants qu'il n'en sauve. Je sais que ces résultats sont extrêmement dérangeants et la plupart des gens, moi y compris, aimeraient qu'il en soit autrement. Mais ce n'est pas ce que nous indiquent les données. Il s'agissait d'une étude portant sur un vaccin chez un groupe d'enfants. Que se passerait-il si l'on étudiait des enfants ayant reçu entre 72 et 100 vaccins avant l'âge de 18 ans? Je parle bien sûr du pays le plus vacciné au monde, les États-Unis d'Amérique. Nos autorités sanitaires fédérales ont en effet payé l'Institut de médecine pour qu'il examine la sécurité du calendrier vaccinal dans son ensemble. Après avoir mené cette étude, l'Institut de médecine a publié un rapport en 2013. Ce rapport indiquait qu'aucune étude n'avait comparé l'état de santé des enfants non vaccinés à celui des enfants entièrement vaccinés. Il revient au CDC de mener ces études, mais celui-ci a été invité à maintes reprises à le faire et a refusé. L'Institut de médecine a toutefois examiné le calendrier vaccinal et a déclaré dans un rapport de 2011 qu'il existait plus de 150 effets indésirables potentiellement liés au vaccin qui n'avaient jamais fait l'objet d'études. Eh bien, qu'a fait le CDC après la publication de ce rapport par l'Institut de médecine? Au lieu de mener l'étude, ils ont fini par mener une étude sur la manière de mener une étude comparant les personnes vaccinées et non vaccinées. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour publier un livre blanc sur la manière de mener cette étude. Ce livre blanc est sorti en 2015. Nous sommes aujourd'hui en 2025, soit 10 ans plus tard, et ils n'ont toujours pas publié cette étude. L'ont-ils jamais menée? Je ne saurais vous le dire. Il s'agit d'informations que les défenseurs de la sécurité des vaccins souhaitent obtenir et ils le réclament depuis longtemps. Je ne comprends pas pourquoi cela n'a pas été fait. Cette simple étude suffirait à faire taire tous les anti-vax, pour toujours. Je suis convaincu qu'ils ont mené cette étude sous tous les angles. Mais ils ne semblent pas parvenir à faire croire que les enfants vaccinés sont en meilleure santé. Mais ce n'est que mon opinion. D'après plusieurs autres études que j'ai vues et qui comparaient les enfants vaccinés aux enfants non vaccinés, la médecine traditionnelle affirme la cohorte était trop petite, ou l'étude n'a pas été réalisée par un grand établissement médical. Donc, si nous voulons obtenir une étude sur les personnes vaccinées par rapport aux personnes non vaccinées, à laquelle les gens croient, elle devra être réalisée par des scientifiques hautement qualifiés dans un grand établissement médical disposant d'une base de données suffisamment importante pour mener une enquête approfondie et solide, comparant les personnes vaccinées aux personnes non vaccinées. C'est le hasard qui a voulu que Dell rencontre le responsable des maladies infectieuses du Henry Ford Health System, le docteur Marcus Zervo. Je n'oublierai jamais cette rencontre, car vous m'avez dit quelque chose. Vous m'avez dit, j'ai regardé votre film, il est intriguant. Mais vous avez ajouté quelque chose que je n'oublierai jamais. Vous m'avez dit avoir fait une remarque, avoir regardé mes vidéos et avoir un problème avec elles. Vous avez dit qu'il ne pouvait pas affirmer que les vaccins étaient sûrs, car il n'avait jamais mené les études de sécurité appropriées. Que vous aviez fait des recherches à ce sujet, car vous vouliez vérifier que c'était vrai. Vous m'avez dit que vous étiez désolé de devoir m'annoncer que vous aviez raison. Non, je le dis aussi maintenant. Aucune étude de sécurité appropriée n'a été réalisée. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Je le répète encore aujourd'hui, les études de sécurité appropriées n'ont pas été réalisées. Alors je vous ai dit, c'est toujours vrai. Et vous m'avez répondu, je ne sais pas ce que je fais ici. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je crois au vaccin. J'ai encore demandé, envisageriez-vous de mener une étude comparant les personnes vaccinées et non vaccinées? Vous avez répondu, je ferai tout ce qu'il faut pour obtenir les données, car les données sont les données, n'est-ce pas? La première fois que j'ai rencontré le docteur Zervo, il a accepté de mener une étude comparant les personnes vaccinées et non vaccinées. J'étais ravi. Il était parfait.
Le Ford Medical Center est l'un des plus grands centres de recherche au monde et le Dr Zervo était en passe de devenir un héros pour avoir résolu la crise de l'eau à Flint, dans le Michigan. Pendant des décennies, Flint, l'une des villes les plus pauvres des États-Unis, s'est approvisionnée en eau auprès de Détroit. Au lieu de rester raccordée au réseau d'approvisionnement en eau de Détroit pendant la construction de la canalisation, la ville a décidé de s'approvisionner temporairement auprès de la rivière Flint. Cette décision a contraint la ville de remettre en service une ancienne usine de traitement d'eau. Voici l'usine. Voici ce qui sort du robinet. L'eau est marron et sent mauvais. Nous ne pouvons pas boire cette eau. Elle est rapidement devenue un terrain propice à la prolifération de la légionellose, ce qui a rendu les gens malades. L'oxygène, vous en avez besoin en permanence ou vous pouvez parfois vous en passer? J'en ai besoin tout le temps, oui. Son médecin, Marcus Zervo, traitait une infection cutanée chronique que son système immunitaire affaibli ne parvenait pas à contrôler. Ils vont beaucoup mieux. Je suis ravi. Si je peux les soulager un peu, je vous obtiendrai un rendez-vous avec un médecin spécialisé dans les transplantations. Il y a eu 90 cas confirmés au cours de l'année et demie qui a suivi le changement d'approvisionnement en eau. 12 personnes sont décédées. Sean McAlorey avait réuni une équipe de 23 scientifiques et experts venus de tout l'État. L'équipe affirme que l'État ne les a pas autorisés à rechercher la source de l'épidémie. Le docteur Zervo, spécialiste des maladies infectieuses, s'inquiétait de ce retard. Il était essentiel de commencer immédiatement, car nous nous attendions à avoir davantage de cas de légionellose et à déplorer davantage de décès d'ici juin, comme il l'a exprimé lors d'une réunion à laquelle participaient les hauts responsables du MDHHS. Je me souviens que mon collègue lui a dit que s'il ne le faisait pas, des gens pourraient mourir. Malheureusement, Nick a répondu « Eh bien, ils doivent mourir de quelque chose ». Je veux dire, on est tout simplement sous le choc quand le directeur du département de la santé tient de tels propos. Le docteur Zervo semblait parfait. Il s'était opposé à l'ensemble du système de santé du Michigan. Alors je me suis dit qu'il serait sans doute assez courageux pour mener cette étude. Mais 2 ans plus tard, l'étude n'avait toujours pas été réalisée. J'ai appelé Aaron et je lui ai dit « Pourquoi ne pas aller voir si nous pouvons le convaincre de mener enfin cette étude ?» J'ai pris l'avion pour le Michigan et nous sommes allés rencontrer le docteur Zervo en personne. Nous lui avons dit « Écoutez, voici votre chance. Les résultats devraient être en parfaite adéquation avec la doctrine orthodoxe. Les enfants vaccinés devraient être en bonne santé dans l'ensemble. Vous serez acclamé comme un héros pour avoir fait taire les antivax. » Et il a dit qu'il était prêt à le faire. L'étude allait disposer les données dont il disposait déjà, littéralement, à portée de main. Ces données concernent des millions de personnes déjà enregistrées dans la base de données du Henry Ford Health System, y compris des centaines, voire des milliers d'enfants totalement non vaccinés, ainsi que des enfants vaccinés, bien sûr. Cela permettrait de prendre cette base de données de plusieurs millions de personnes et de séparer les enfants qui sont dans le système Henry Ford depuis leur naissance sur plusieurs années de manière continue. Car il s'agit d'un système de santé captif, HMO, c'est-à-dire qu'il fournit à la fois l'assurance et les soins médicaux. Et il dispose de la plupart des dossiers médicaux de ses enfants, y compris s'ils quittent le système médical Henry Ford. Henry Ford, en sa qualité d'assureur, continuait à les prendre en charge. Il disposait donc des codes de santé pour tous les services médicaux dont ses enfants avaient bénéficié. Ainsi, en isolant ses enfants, ils obtenaient une cohorte d'enfants suivis depuis leur naissance pendant au moins quelques années dont ils connaissaient tout. J'ai précédemment occupé le poste de directeur de programme à l'hôpital Henry Ford. Je le connais très bien. C'est l'un des meilleurs systèmes de santé intégrés pour mener des recherches. L'établissement reçoit plus de 90 millions de dollars de financement annuel pour la recherche et compte près de 700 résidents et boursiers dans 53 programmes de formation accrédités par le Conseil d'accréditation médicale postdoctorale. Je pense que l'hôpital Henry Ford, comme d'autres institutions, a un parti pris en faveur des bienfaits des vaccins. Vous ne pouvez pas le manquer. Il s'agit d'une lettre d'une page entière de l'hôpital Henry Ford, signée par 56 personnes qui affirment en caractères gras « La science est claire, les vaccins sauvent des vies ». Si les résultats démontraient que la batterie de vaccins était associée à des maladies chroniques et que les personnes non vaccinées semblaient en meilleure santé au fil du temps, un tel résultat serait particulièrement convaincant. Je suis pour les vaccins, bien évidemment. Je pense que c'est le meilleur moyen de contrôler les maladies infectieuses mortelles.
Je suis pour la vaccination obligatoire. C'est grâce à moi qu'Henry Ford a instauré la vaccination obligatoire. Henry Ford fait partie des quelques 90 systèmes de santé aux États-Unis qui s'efforcent de recruter dans les plus brefs délais un total de 30 000 volontaires pour l'étude sur le vaccin Moderna contre le Covid-19. Il s'agit de la pire pandémie de ces 100 dernières années. Et notre meilleur espoir pour y faire face est de disposer d'un vaccin efficace. Henry Ford exige que l'ensemble de ses 33 000 employés soient entièrement vaccinés d'ici le 10 septembre 2021. Le système de santé affirme que cette mesure est conforme à sa politique de vaccination existante, qui prévoit que les membres du personnel se fassent vacciner chaque année contre la grippe et qu'ils soient à jour des autres vaccinations. Il m'a semblé que Henry Ford était favorable à la vaccination et non contre. J'ai donc supposé qu'il faisait cette étude seulement pour prouver que nous avions tort. Dell et moi avons pensé que c'était une excellente occasion. Il pourrait faire la comparaison et la publier. Nous n'avions qu'une seule demande. Nous leur avons demandé de publier les résultats, quels qu'ils soient. Tiendrait-il parole si les résultats montraient que les enfants non vaccinés sont en meilleure santé? Et quand il a réalisé que s'il soumettait cela à la publication, il s'exposerait à la colère de toute sa profession. Je ne sais pas. C'était notre grande crainte. Je veux dire, les vaccins sont le saint graal de la médecine moderne. Quiconque décide de remettre en question les vaccins de quelque manière que ce soit est essentiellement considéré comme un hérétique. Les vaccins sont sûrs. Les vaccins sont sûrs et efficaces. Les vaccins sont sûrs et très efficaces. Sûrs et efficaces. Sûrs et très efficaces. Les vaccins sont l'une des réalisations les plus incroyables de l'humanité et ont permis de sauver des millions de vies. Les vaccins infantiles ont permis d'éviter environ 4 millions de morts par an dans le monde. La grande majorité des pédiatres de ce pays soutiennent fermement la vaccination. Manquer ces rendez-vous de vaccination? Nous ne vaccinons pas. Le calendrier vaccinal actuellement recommandé a été largement testé. Nous l'avons étudié sur des millions d'enfants, des milliards de personnes, des décennies d'études scientifiques approfondies évaluées par des pairs, des siècles de science. La science est assez bien établie, depuis de nombreuses années maintenant. L'idée selon laquelle nous prendrions trop de vaccins, il n'existe aucune donnée scientifique pour l'étayer. La communauté scientifique publie, vous savez, article après article après article. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Je ne resterai pas ici à laisser les théories du complot détourner l'attention des vraies solutions. La plupart des médecins ne supportent pas d'être traités de charlatans ou de voir leur réputation détruite. Je sais de quoi je parle, car je suis passé du poste de chef de laboratoire de mon hôpital spécialisé dans l'hypertension à celui de quelqu'un qui, au bout d'un certain temps, était remis en question à tous les niveaux pour une seule déclaration. Pouvons-nous arrêter de vacciner mes patients malades et leur administrer le vaccin le jour de leur sortie? Et s'ils n'avaient pas essayé de m'intimider, de douter de moi et de me pousser à faire des recherches pour prouver que ce que je voyais était réel, je serais toujours en train de travailler comme médecin ordinaire. Le ministère de la Santé de Floride, en partenariat avec le gouverneur, s'efforcera de mettre fin à toutes les obligations vaccinales prévues par la loi de Floride. Toutes, sans exception. D'après mon expérience, aborder les effets néfastes des vaccins n'est pas une idée ou un sujet de conversation bien accueilli. Cette décision du chirurgien général de Floride, un médecin de cet État, a suscité la condamnation des experts de santé publique. Que ce soit par ignorance, stupidité ou malveillance, en fin de compte, ce sont les gens qui en souffriront. Il ne sera pas nécessairement accueilli à bras ouverts par certains de ses confrères, mais c'est cela le courage. L'environnement est très hostile, tant sur le plan scientifique que dans les médias, pour des personnes qui tirent des conclusions ou ont des opinions contraires aux idées dominantes. Tout scientifique indépendant qui s'aventure à mener une étude sur les vaccinés et les non-vaccinés, quelle qu'elle soit, est immédiatement attaqué. C'est le cas de celle du docteur Anthony Monson du Mississippi. Il a mené une étude sur environ 600 enfants scolarisés à domicile et a découvert des taux alarmants d'allergie, de TDA, de TDAH, de troubles neurologiques, ainsi qu'un risque 4 fois plus élevé d'autisme chez les enfants vaccinés. Dès la publication de l'étude, son emploi a été menacé. Je lui ai demandé s'il voulait participer à ce film. Il m'a répondu « Écoutez, vous pouvez montrer mes études, mais j'ai été mis sur la sellette à cause de ça. Je n'en peux plus. » Il y a aussi le docteur Paul Thomas. « Salut, comment ça va? Ce que je vois de ce côté, c'est un tympan rose, terne et cicatrisé.
Je suis pédiatre depuis 35 ans, désormais à la retraite. Au cours de la première décennie de ma pratique, j'ai remarqué que les enfants étaient de plus en plus souvent malades. Puis la décennie suivante, alors que de plus en plus de parents choisissaient de ne pas faire vacciner leur enfant, j'ai pu constater la différence. Mais je voulais savoir si je pouvais le prouver. Nous avons rassemblé toutes les données de mon cabinet, examiné tous les bébés qui étaient nés, puis publié nos conclusions dans une revue internationale de santé publique. Ce que nous avons découvert a été évalué par des pairs. L'étude était solide. Nous avons constaté une augmentation massive. Je veux dire une augmentation de 4 à 500% des allergies, des maladies auto-immunes et des troubles neurodéveloppementaux, sans compter toutes sortes d'infections. Une augmentation massive chez les vaccinés par rapport aux non-vaccinés. Que s'est-il passé lorsque j'ai publié cette étude? Quelques jours après sa mise en ligne, j'ai reçu un appel de mon avocat. Il m'a dit de ne voir aucun patient, de ne pas rédiger d'ordonnance et de ne pas aller dans mon cabinet. Votre licence a été suspendue d'urgence, vous représentez une menace pour la santé publique. Et aujourd'hui, c'est la dernière fois que j'exerce la médecine clinique dans l'Oregon. Savoir que vous continuez à faire vivre tout ça, c'est le cœur de cet endroit qui continue de battre. Et si le docteur Zervo menait cette étude et qu'elle aboutissait exactement aux mêmes conclusions que les autres, la publierait-il? Telle est la question. Les années ont passé. En 2020, j'ai appris qu'il avait mené une étude. Lorsque je l'ai eue entre les mains et que je l'ai examinée, j'ai compris son importance. Il s'agissait d'une véritable étude qui, une fois publiée, constituerait la première étape vers un changement de perspective. Les semaines ont passé, puis encore plus de temps, et j'ai fini par apprendre qu'elle ne serait pas soumise pour publication. Aaron m'a appelé pour m'annoncer que l'étude était terminée. Il n'y avait qu'un seul problème. Ils ne la publieront pas. C'était tout ce que nous redoutions. J'ai appelé le docteur Zervo et je lui ai demandé « Puis-je prendre l'avion pour venir dîner avec vous ?» Il a accepté. Je voulais le regarder dans les yeux et lui demander « Qu'y a-t-il de si accablant dans cette étude que vous avez peur de la publier ?» Je voulais savoir ce qu'elle contenait. Je ne l'avais pas lue. J'ai également pensé qu'il devait y avoir un moyen de le convaincre de publier cette étude. Mais une chose était sûre, c'était ma dernière chance. J'allais donc apporter des caméras cachées et du matériel d'enregistrement. Ainsi, quoi qu'il arrive pendant ce dîner, j'aurai la preuve que cela s'est produit. Que pensez-vous de l'étude que vous avez menée? C'est une information importante, car elle a révélé une différence entre les groupes. Je ne sais pas comment. Oh, elle est là. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est important. C'était une découverte importante. L'étude était destinée à trouver des failles dans l'étude. Je veux dire, y a-t-il des moyens de mieux mener l'étude avec les moyens dont nous disposons? Pas que je sache, non. Non? L'impact de la vaccination infantile sur les résultats de santé chronique au court et à long terme chez les enfants. Une étude de cohorte de naissance. Celle-ci est vraiment solide. Je donne les résultats. Voyons les résultats. Le CDC a publié un livre blanc sur la façon dont on pourrait comparer les enfants vaccinés versus non vaccinés. Et nous l'avons suivi jusqu'à 18 ans. Je suis d'accord avec ça. Vous êtes d'accord avec ça? Nous l'avons fait à 100%. Nous avons examiné ça sous tous les angles. Je pense que c'est un commentaire dévastateur sur nos interventions en matière de santé publique. Car si cela est vrai, nous rendons les enfants systématiquement malades. Pas juste un peu malades, très malades. En publiant de tels résultats, j'aurais tout intérêt à prendre ma retraite. Non, je serai fini. Je veux dire, je suis simplement curieux. Qu'est-ce qui, dans ces données, vous fait penser que cela aura un effet aussi catastrophique sur votre carrière? De quoi avait-il peur? L'étude était une bombe. 18 468 sujets, dont 1957 n'étaient pas vaccinés.
En comparant les résultats de santé des individus vaccinés et non vaccinés, ils ont constaté un risque accru de plusieurs maladies chroniques chez les vaccinés. Les sujets vaccinés étaient 4 fois plus susceptibles d'être diagnostiqués asthmatiques. Le risque était de 4,29 fois dans l'ajustement. Et j'ai examiné de nombreuses études indiquant un risque compris entre 3,26 et 5,5. Le risque de maladie atopique était également 3 fois plus élevé, ce qui est en quelque sorte un sous-ensemble de maladies allergiques. Ils ont constaté un risque presque 6 fois plus élevé de développer une maladie auto-immune. Celles étudiées dans cet article sont le purpura thrombocytopénique, la polyarthrite rhumatoïde, la SLA, le lupus érythémateux disséminé, la sclérose en plaques et le syndrome de Guillain-Barré. Il mentionne qu'il existe plus de 80 maladies auto-immunes différentes et que leurs données montrent une augmentation de 6 fois du risque d'auto-immunité chez les sujets vaccinés par rapport aux non-vaccinés. Ce qui est stupéfiant, car les troubles auto-immunes représentent une morbidité, des coûts de santé et de souffrance considérables tout au long de la vie. Les troubles neurodéveloppementaux, de quel ordre de grandeur parlons-nous? Un risque 5 fois et demi plus élevé de troubles neurodéveloppementaux. Nous savons que le système immunitaire est étroitement lié au développement et au fonctionnement du cerveau. Ainsi, lorsque des maladies ou potentiellement la vaccination déclenchent le système immunitaire, des symptômes neuropsychiatriques peuvent apparaître probablement liés à une inflammation et à des processus immunitaires dans le cerveau. Presque 3 fois plus de handicap moteur, 4,47 fois plus de troubles du langage chez les vaccinés que chez les non-vaccinés, 3 fois plus de retard de développement. Ils ont obtenu les mêmes résultats que moi en ce qui concerne les allergies et l'auto-immunité. De plus, les infections aiguës et chroniques de l'oreille sont 6 fois plus fréquentes. Il est intéressant de noter que plusieurs problèmes de santé n'ont même pas pu être analysés, car aucun cas n'a été recensé dans le groupe non vacciné. Compte tenu du fonctionnement des formules mathématiques, il est impossible d'avoir un zéro dans un groupe et de pouvoir comparer les risques. Par exemple, 262 enfants du groupe vacciné souffraient de TDAH. Dans le groupe non vacciné, il n'y avait aucun cas de TDAH. Zéro. Ces résultats sont tout simplement stupéfiants. Ces troubles n'ont été observés chez aucun des quelques 2000 enfants non vaccinés. 0 trouble cérébral, 0 diabète, 0 trouble du comportement, 0 trouble d'apprentissage, 0 handicap intellectuel, 0 tic et 0 autre trouble psychologique chez les enfants non vaccinés. Je vais vous lire la conclusion. Malgré cela, et contrairement à nos attentes, l'auteur s'attendait à ce que l'étude révèle que les personnes vaccinées étaient en bien meilleure santé que les non-vaccinés, n'est-ce pas? Voici ce que nous avons découvert. Nous avons constaté que l'exposition à la vaccination était indépendamment associée à une augmentation globale de 2,5 fois du risque de développer une maladie chronique par rapport aux enfants non exposés au vaccin. Tout vaccin, même seul, par rapport à l'absence de vaccin, était associé à un risque 2,5 fois plus élevé de développer une maladie chronique. Aucune maladie chronique n'était associée à un risque accru dans le groupe non exposé. Aucune. Que signifie ce graphique? Expliquez-moi. Il s'agit des non-vaccinés versus les vaccinés. Il s'agit essentiellement de votre probabilité de ne pas souffrir d'une maladie chronique. Ils ont effectué ce que l'on appelle une analyse du temps avant l'événement. À 10 ans, la probabilité de ne pas souffrir d'une maladie chronique n'était que de 43% dans le groupe vacciné, contre 83% dans le groupe non vacciné. C'est une différence considérable. Donc, si vous n'êtes pas vacciné, vous restez au-dessus du seuil de 70% d'individus en parfaite santé, alors que vous tombez en dessous de 50%.
Ce qui est exactement ce que j'ai dit, que 54% des enfants américains souffrent aujourd'hui d'une maladie chronique. C'est juste là. Fondamentalement, c'est ce que ça montre. Après 10 ans de suivi, 57% des vaccinés souffraient d'une maladie chronique. Et cela en seulement 10 ans. Cela devrait choquer tout le monde. Rappelons que l'ensemble du débat actuel aux États-Unis porte sur le fait que 54% de nos enfants souffrent d'une maladie chronique. Et si nous regardons l'étude, et c'est presque exactement ces chiffres, 57% des personnes vaccinées souffrent d'une maladie chronique, contre seulement 17% en ce qui concerne les non-vaccinés. Je pense que c'est parce que je m'intéresse aux vaccins et que je comprends leur effet hors cible non spécifique. J'étais triste, mais je n'étais pas surprise. Je peux vous dire que ces données correspondent à mes plus grandes inquiétudes concernant le calendrier vaccinal infantile, qui, malgré les bonnes intentions du domaine de la vaccinologie, se retourne contre nous. Dans pratiquement toutes les catégories de maladies chroniques, les personnes vaccinées sont dans un état bien pire. Mais il y a un problème. C'est le problème dont je parle depuis des années et qui me place au centre de toute cette enquête sur l'autisme. Et dans cette étude, il n'y aurait pas de signification statistique entre le vaccin et l'autisme. Et je voulais comprendre pourquoi. Pourtant, l'autisme est neutre. Cela signifie-t-il que nous nous trompons sur l'autisme, Marc? Non. 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 Il y a beaucoup de variables en jeu et il est difficile de contrôler. Lorsque vous n'avez pas beaucoup de cas, comme c'est le cas ici avec l'autisme, où vous n'avez que 23 cas d'autisme dans le groupe vacciné et un seul cas d'autisme dans le groupe non vacciné, cela n'était pas suffisant pour pouvoir déterminer s'il existe ou non une augmentation statistiquement significative du taux d'autisme. Ainsi, même si l'étude révèle la présence de divers troubles neurodéveloppementaux, en ce qui concerne l'autisme, il n'y avait pas assez d'enfants diagnostiqués avec l'autisme dans ce groupe pour répondre à cette question. Et c'est pourquoi des études comme celle-ci doivent être reproduites à des échelles encore plus grandes. Le fait est qu'il y a un signal. Et le signal est que les enfants non vaccinés sont en bonne santé. Il s'agit d'une étude positive très importante. À l'inverse, les enfants vaccinés ne semblent pas être en bonne santé, notamment en ce qui concerne les troubles neuropsychiatriques. En tant qu'épidémiologiste, je m'intéresse aux mesures d'association. Neutre, c'est 1. Neutre signifie aucune association. Si c'est 2, cela signifie qu'il y a un risque double. Lorsque nous traitons des données non randomisées, en particulier celles provenant de bases de données d'entreprise, un bon seuil à retenir est 4. S'il y a un risque multiplié par 4 dans un ensemble de données, si nous allions faire cela ailleurs, nous trouverions presque certainement une association lorsque cela nous indique que la relation de risque est supérieure à 4. J'étais assis à ce dîner en train de lire l'étude pour la première fois et je me suis dit « Oh mon Dieu, le monde doit voir cette étude ». Mais plus j'insistais auprès du Dr Zervo pour qu'il la publie, plus il trouvait des excuses. Je pense que c'est une bonne étude, mais elle a ses limites. L'argument contre elle est qu'il s'agit, là encore, d'une étude rétrospective, sans groupe témoin. Il n'y a pas de groupe témoin et d'autres facteurs entrent en jeu. Il s'agit d'un groupe hétérogène de conditions. L'exemple parfait en est l'hydroxychloroquine. Vous ai-je mentionné que le Dr Zervo était non seulement au centre de la crise de l'eau à Flint, dans le Michigan, mais également au cœur de l'étude sur l'hydroxychloroquine menée à Henry Ford, qui a révélé une diminution de 50% de la mortalité chez les patients ayant reçu ce traitement. Et pour ça, il a été attaqué par Anthony Fauci, et pratiquement tout le monde dans les médias grand public, et le monde médical. L'étude publiée par l'hôpital Henry Ford était une étude de cohorte rétrospective non contrôlée. Cette étude est donc une étude biaisée. Et le service de relations publiques de Henry Ford m'a ensuite imposé une interdiction de parler. Je ne pouvais rien dire. Et ils m'ont dit « Marc, et alors ? Tu vas passer sur CNN. Tu sais, ce qui leur ferait plaisir, ils seraient ravis de t'avoir sur CNN. Et tu sais, tu diras ce que tu penses, mais ils déformeront de toute façon tes propos et te feront passer pour le méchant. Alors à quoi cela va-t-il servir ? Je devrais quand même pouvoir me défendre. »
et tu sais, signaler les inexactitudes. Donc je me suis dit que le service de relations publiques de Henry Ford avait raison. Et que de toute façon, tout va finir par être déformé. Ils vont me faire passer pour un méchant et je me ferai virer. Alors, à quoi bon? Donc ce qui va se passer avec celle-ci, c'est la même chose. C'est que quelqu'un va revenir et dire « Vous savez, l'étude est imparfaite », au lieu de la considérer comme il se doit. Pourquoi ne pas la considérer comme une information scientifique importante, susceptible d'éclairer la manière dont une étude correcte devrait être menée? Ça ne sera pas pris comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a un agenda politique derrière. Je comprends qu'il y ait des problèmes. Toute étude rétrospective soulève les mêmes problèmes, n'est-ce pas? Elle fera donc toujours l'objet des mêmes attaques. Les études rétrospectives présentent en effet certaines limites, raison pour laquelle nous privilégions les essais cliniques randomisés lorsque c'est possible, car ils ne présentent pas ces mêmes limites. Le principal problème des études rétrospectives est qu'il existe des différences entre les groupes comparés que l'on ne peut pas prendre en compte. Pour une étude sans faille, faites un essai contrôlé par placebo. Toute étude rétrospective comporte des défauts. Mais dans cette étude, les auteurs ont pris soin de corriger bon nombre des défauts qu'ils ont eux-mêmes constatés. Si l'on critiquait l'étude, les questions soulevées par un chercheur porteraient probablement sur la durée différente du suivi des groupes d'enfants n'ayant reçu aucun vaccin et de ceux ayant été vaccinés. Les auteurs ont en fait effectué une analyse de sensibilité dans laquelle ils ont limité l'analyse aux enfants avec un suivi d'une durée minimale. Lorsqu'ils ont limité la durée du suivi à 1 an pour les enfants vaccinés et non vaccinés, le taux de maladie chronique chez les enfants vaccinés restait 2,75 fois plus élevé. Et lorsqu'ils l'ont limité à 3 ans, le taux de maladie chronique chez les enfants vaccinés était de 3,38 fois plus élevé. Et lorsqu'ils l'ont limité à 5 ans, le taux était 4 fois plus élevé. Ainsi, quelle que soit la manière dont ils ont limité la durée du suivi, les résultats de l'étude n'ont pas changé. Les résultats indiquent que la différence de durée du suivi n'a pas eu d'effet significatif sur la question de recherche qu'ils exploraient. Une autre préoccupation concerne les différences importantes entre les enfants non vaccinés et les enfants vaccinés en termes de probabilité de recourir à des soins de santé. En d'autres termes, ces différences pourraient-elles simplement être dues au fait que ces enfants étaient moins souvent examinés et donc moins souvent diagnostiqués? Pour tenter d'y répondre, ils ont limité la population d'enfants non vaccinés aux enfants ayant effectué au moins un certain nombre de visites médicales. Et même dans cette analyse de sensibilité, les principales conclusions ont été confirmées. Dans cette étude, ils ont pris en compte les facteurs de confusion. Ces facteurs de confusion peuvent être l'âge, le statut socio-économique, le sexe, la race, l'origine ethnique. Ils ont utilisé une technique appelée risque proportionnel de Cox, qui consiste à maintenir tous les autres facteurs égaux pour déterminer la relation entre le facteur d'intérêt et le résultat. Même après avoir été ajusté, l'effet de ces caractéristiques restait assez faible. Je m'attendais en fait à ce que ces ajustements aient un effet très puissant, mais ce n'était pas le cas. Et lorsque l'on effectue de nombreuses analyses de sensibilité et qu'on ne constate pas de grands changements, cela peut être rassurant. Les auteurs ont bien travaillé avec les informations dont ils disposaient. J'ai vu des études sur les vaccins publiées dans de bonnes revues qui sont de bien moindre qualité. Est-ce que c'est ce que montre votre étude? C'est important? Oui, c'est important. Vous savez à qui vous devriez l'envoyer? À celui dont je vous ai parlé il y a quelque temps. Pourquoi? Je ne vais pas le faire, parce que je ne veux pas finir comme Didier. Je ne veux pas subir ce que McClock a subi. Mais vous savez, je lui rends hommage pour avoir pris cette décision. Vous savez, pour avoir tenu bon. Mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas être comme lui. Dans n'importe quel autre contexte, dans un contexte normal, vous auriez publié cette étude telle qu'elle, n'est-ce pas? Si nous n'étions pas dans ce monde de censure, je l'aurais publiée telle qu'elle. Vraiment? Oui, je l'aurais publiée telle qu'elle. J'aimerais juste terminer mon travail, vous savez, et faire un travail international. Une partie de ma réticence à agir vient du fait que cela ne mènerait à rien d'autre qu'à la perte de mon job, ce que je préférerais éviter.
Je suis ouvert. Nous sommes ici parce que je vous respecte pleinement et que je reconnais le danger. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Si vous faites cette étude, je vais vous le répéter parce que je veux que vous vous en souveniez. J'ai dit, si vous faites cette étude, vous allez être sous le feu. Vous m'avez répondu que cela vous était égal. Et vous m'avez dit, je suis passionné par les données. Et bientôt à la retraite, c'est littéralement ce que vous m'avez dit. Donc, votre énergie a clairement changé de sujet. L'énergie change. Laissez-moi vous expliquer. J'ai mis toute ma carrière en jeu parce que j'ai constaté un problème. Pourquoi? J'ai constaté un problème qui affecte les enfants américains et du monde entier. Nous sommes confrontés à un problème grave et croissant de maladies auto-immunes et chroniques. Je ne prétends pas que les vaccins en sont la seule cause, mais je pense que ce programme doit être sérieusement revu. Nous étions en bien meilleure santé lorsque nous recevions 10 ou 20 vaccins. Avec 54 injections et 72 doses, il est clair que nous ne rendons pas nos enfants plus sains. Ils vont dans la mauvaise direction. S'il existe un moyen d'améliorer ce programme, ce que je crois, vous savez, je n'ai jamais dit que j'ai essayé d'éradiquer les vaccins de la planète. Mais actuellement, nous avons un taux d'autisme de 1 sur 26 à 28. Nous avons un sérieux problème. Non, je suis d'accord avec ça. Y a-t-il une autre façon de faire? Mais comment y arrive-t-on? Après tout, quelles sont les chances que je trouve quelqu'un comme vous qui ait de l'influence? Si nous ne pouvons pas, si on ne peut pas faire publier cette étude, alors quel espoir reste-t-il pour chaque enfant à l'avenir? Je ne peux rien faire pour eux. À moins d'un changement de direction, rien ne se passera. Publier une étude comme celle-ci ne va pas... C'est en fait la bonne chose à faire. Ce n'est pas... Je ne veux pas dire que c'est la bonne chose à faire. C'est la bonne chose à faire, mais je ne veux tout simplement pas. Je ne veux pas dire que j'ai déjà assez de problèmes, mais j'ai déjà assez de choses comme ça à gérer et je ne veux pas en avoir davantage. Attendez, je veux juste dire ceci. C'est un moment galiléen. Je crois que cela changera plus de vies que n'importe quoi d'autre. Si nous pouvons corriger ce programme de vaccination, ce ne sera pas seulement la vie de millions d'enfants en Amérique qui sera changée, cela changera le monde entier. Vous serez le père du changement dans le système. C'est historique et je veux travailler avec vous pour y parvenir. C'est pour cette raison que nous sommes ici. Non, je comprends ce que vous dites, je comprends ce que vous dites. Nous avons la capacité de faire quelque chose que personne n'aurait jamais imaginé possible. Si ce n'est pas avec vous, alors avec qui? Pour une raison quelconque, il me tourmente toujours. Je ne peux pas gérer ça. Je ne peux vraiment pas. Non, je ne suis pas quelqu'un de bien. Je ne peux pas gérer ça. Je ne suis pas quelqu'un de bien. Je ne le ferai tout simplement pas. Je ne le ferai pas, car j'ai d'autres choses à faire. Oui, je veux dire, bien évidemment, c'est très émouvant. Vous savez, il va simplement le mettre de côté. Je pense que quelqu'un pourrait assister à cela et trouver cela inadmissible. Comment peut-il faire ça? Je pense qu'il y parvient de la façon dont nous pouvons tous faire quelque chose que nous n'avons pas envie de faire. C'est-à-dire en nous convainquant que cela n'a pas d'importance. Ce n'est qu'une étude, ça ne changera rien. C'est trop pour moi, je ne peux pas. Et peut-être a-t-il raison, peut-être que c'est trop pour lui. Il est très important que cette étude soit publiée dans la littérature scientifique. Pour faire progresser la science, nous devons trouver un équilibre, car tout présente des avantages et des inconvénients. Lorsque nous avons un préjugé religieux profondément ancré en faveur des vaccins, nous perdons cet équilibre. Lorsque nous perdons, c'est toute l'entreprise scientifique qui déraille, et alors de larges populations en pâtissent. Je ne peux pas m'empêcher de poser la question suivante. Combien d'enfants souffriront d'une maladie chronique qu'ils n'auraient peut-être pas contractée si cette information avait été disponible? Je traite beaucoup d'enfants atteints de troubles neurodéveloppementaux et de maladies neuropsychiatriques, et leur quotidien ainsi que celui de leur famille est un véritable enfer. Je connais tellement de parents qui souffrent de toutes sortes de culpabilités, ceux dont les enfants présentaient des réactions indésirables ou qui ont assisté à une régression neurodéveloppementale liée à la vaccination sont dévastés. Tant de mères m'ont dit « C'est de ma faute si mon enfant est comme ça. C'est moi qui lui ai fait ça. C'est moi qui lui ai fait ça. » Je pense que nous détruisons complètement notre avenir en détruisant la santé globale de notre bien le plus précieux, nos enfants.
Nous devons savoir si c'est vrai. Nous avons une obligation morale et éthique de reproduire cette étude, encore et encore, afin de déterminer si elle est exacte et vraie. Nous le devons. Le fait que cette étude n'ait pas été évaluée par des pairs et n'ait pas été publiée est extrêmement préoccupant. Il s'agit d'une connaissance importante que d'autres systèmes de santé doivent absolument reproduire. Cette question doit faire l'objet d'une étude approfondie. C'est une question de recherche très importante. Je vous mets au défi. Oui, vous, les médecins, vous, les chercheurs, faites des recherches. Trouvez dans vos ensembles de données, dans vos systèmes, les personnes qui ne sont pas vaccinées et comparez-les à la cohorte de vaccinés. Il s'agit d'un ensemble de données. Vous pourriez reproduire cette expérience. D'autres systèmes de paiement captifs existent. Confiez cette tâche à Kaiser Permanente Southern California, à Harvard Pilgrim System de Boston, à tous les autres systèmes de santé du pays et peut-être même au CDC avec le VSD. Et avec ça, nous pourrons commencer à nous attaquer aux problèmes que ces vaccins pourraient causer. Si ces résultats sont valides, cela représenterait un changement radical dans notre compréhension des effets hors cible et non spécifiques de la vaccination. Et nous devrions reconsidérer la manière dont nous menons notre programme de vaccination. Voici la lettre de mise en demeure que nous avons reçue des avocats de Henry Ford Hearst. Cette lettre me fait penser qu'ils ne veulent vraiment pas que nous diffusions ce film. Dans cette lettre, Henry Ford nous accuse de diffamation pour avoir déclaré que l'étude non publiée n'avait pas été soumise pour publication à cause de ses résultats. Ils affirment que si elle n'a jamais été soumise pour publication, c'est, je cite, « en raison de défauts importants et graves dans ses données et sa méthodologie, et parce qu'elle était loin de répondre aux normes scientifiques rigoureuses exigées par le Henry Ford Hearst et ses chercheurs. » Or, nous venons d'entendre le docteur Marcus Zervo, auteur principal de cette étude non publiée et expert mondial reconnu en maladies infectieuses de chez Henry Ford. Il m'a dit qu'il pensait que l'étude était bonne et qu'il la publierait telle qu'elle. Il y a un problème. S'il la publie, il pense que cela signifierait la fin de sa carrière. Il serait fini. Ce ne sont pas mes mots, mais les siens. Cela dit, même si le docteur Zervo maintient son étude, cela signifie-t-il qu'elle est parfaite? Bien sûr que non. Pouvons-nous affirmer que l'étude de Henry Ford prouve que les vaccins sont à l'origine de l'épidémie de maladies chroniques? Non, nous ne pouvons pas. Une étude rétrospective ne prouve pas la causalité. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous pensons qu'elle montre un signal, un drapeau rouge agité dans les airs par la méthode scientifique. Houston, il y a peut-être un vrai problème ici. Cette préoccupation est renforcée par le fait que cette étude non publiée n'est pas un cas isolé. Ce n'est pas une anomalie. Elle s'ajoute à plusieurs autres études qui ont toutes révélé des signaux similaires. Il y aura donc certainement des critiques concernant les limites de cette étude, que l'on retrouve dans la plupart des études rétrospectives. Nous reconnaissons ces limites. Mais le seul moyen de les réfuter est de mener votre propre étude comparative entre personnes vaccinées et non vaccinées, et de prouver que nous avons tort. C'est ce que le docteur Zervo a tenté de faire selon moi, mais il a échoué. Mais en tant que parent qui regardez ce film en ce moment, vous devez vous poser une question très importante. Pourquoi aucune agence sanitaire ou institution médicale majeure dans le monde n'a-t-elle pas été en mesure de produire une seule étude comparant les enfants vaccinés et non vaccinés qui montre que les vaccinés sont en meilleure santé? N'est-ce pas l'objectif même du programme de vaccination? Rendre nos enfants en meilleure santé? Et même si cette étude pourrait être gênante pour tous ceux qui ont affirmé que le programme de vaccination était sûr, elle présente un aspect positif. Dans chacune de ces études menées jusqu'à présent, il existe un groupe d'enfants en bonne santé qui ne souffrent pas des nombreuses maladies qui touchent les enfants américains et qui présentent très peu de troubles neurodéveloppementaux ou de maladies auto-immunes. Ils vivent dans un monde où la santé est florissante, car leurs parents ont fait un choix différent. Vous disposez désormais d'informations supplémentaires. Vous êtes informés. Que comptez-vous faire? Ce choix vous appartient.